Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille, au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Puis, nous ferons un petit point cybersécurité avec Benoît Grunemwald et son idée d'art à la tech. Bonjour Benoît. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'octobre, qui est à la fois le mois rose et le mois du cyber. Et pour notre sujet du jour, on se projette dans le futur, en 2049 plus précisément, date à laquelle, si nous poursuivons notre trajectoire du réchauffement climatique, de larges pans de l'Europe occidentale deviendront difficilement habitables entre pénurie d'eau, chaleurs extrêmes, crise alimentaire et migration forcée. Dans cette émission, nous explorons le climat qui fragilise l'habitabilité du continent et ce que cela implique pour nos écoles, nos territoires et notre avenir commun. C'est avec notre invité Nathanaël Wallenhorst. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes doyen de la faculté d'éducation de l'UCO et également auteur de 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Réseaux sociaux, devoirs en ligne, jeux vidéo, les écrans s'invitent partout à la maison. Alors pour permettre aux parents mais également aux enfants de reprendre la main, notre partenaire le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série La famille tout écran. Avant de parler du futur de l'école, on parlait d'abord du futur du monde dans lequel cette école devra exister. Imaginez une Europe à plus 3 degrés, des régions agricoles devenues arides, des villes qui surchauffent, des populations qui se déplacent à l'intérieur du même continent. Ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, c'est celui que décrit Nathanaël Wallenhorst dans son livre 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, paru aux éditions du Seuil à la rentrée, un livre qui interroge une question fondamentale. Notre continent restera-t-il encore habitable dans 20 ans? Et sinon, comment s'y préparer? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Nathanaël, vous signez un livre qui fait l'effet d'un électrochoc. Je le disais, 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, paru à la rentrée aux éditions du Seuil. Vous y dressez le portrait d'un continent bouleversé par les canicules, les pénuries d'eau, les migrations internes, les tensions sociales. Un continent sur lequel certaines régions pourraient devenir difficilement habitables d'ici à 20 ans. Alors forcément, le titre interroge. Pourquoi avoir choisi cette année 2049? Est-ce que c'est une date de bascule ou est-ce que c'est une projection symbolique du demi-siècle à venir? Donc dans cette date, il y a une dimension symbolique, bien sûr. Quand les chercheurs travaillent, ce qu'on appelle en sciences du système Terre, c'est-à-dire des chercheurs qui travaillent à la compréhension de la Terre qui est le socle dans lequel sont encastrées nos sociétés. Et donc la Terre qui permet, entre autres choses, l'éducation. Eh bien, les chercheurs élaborent des études prospectives. C'est-à-dire, en fait, ils regardent devant et ils se disent, mais alors, en fait, on est sur quelle trajectoire? Qu'est-ce qui va se passer en 2050 si on continue sur notre trajectoire, notamment d'émissions de gaz à effet de serre, etc., d'utilisation de combustibles fossiles? Qu'est-ce qui va se passer en 2100, en 2150? Et puis, parfois, on a des dates en 2070, etc. Et donc, moi, c'est le quotidien dans lequel je suis immergé et je suis particulièrement intéressé, même passionné par toutes ces controverses, de se dire mais en fait tel effet de basculement il pourrait advenir quand, en 2050, en 2100, etc. Et donc j'ai souhaité pouvoir faire un livre assez descriptif qui permet de nous mettre face à ce monde à venir si nous restons sur la même trajectoire climatique, tout en m'émancipant aussi de cette dimension prospective avec des dates relativement précises qui correspondent à des scénarios. Et donc 2049, c'est aussi un jeu de contraction en fait de ces différentes échéances temporelles pour se dire mais en fait fondamentalement si ça a lieu en 2050 ou 2100, on s'en fout, là n'est pas le sujet. Quel va être le monde qu'on est en train de préparer? Voilà. Et puis peut-être un tout petit mot sur la méthode en fait qui permet de voir ce qui est devant nous, parce que ce que j'ai souhaité transmettre, c'est l'image du monde que j'ai dans la tête quand je travaille. Et globalement, on peut dire l'image du monde que les chercheurs ont dans la tête lorsqu'ils travaillent. Et en fait, qu'est-ce qui permet
de voir 2049, entre guillemets. C'est une méthode constituée de 4 piliers. Le premier pilier, c'est comprendre la Terre et sa dynamique profonde organisée autour d'effets non linéaires, de points de bascule, peut-être on pourra y revenir. Oui, on va y revenir sur ces deuxième pilier, c'est une base de données de plusieurs milliers d'articles scientifiques. Le troisième pilier, c'est peut-être le plus important, c'est partir de la vie des gens, partir de nos existences. Qu'est-ce que ça va faire sur nos vies ? Le fait qu'on soit en train, en ce moment, de forcer des éléments de la Terre. Et le cinquième pilier, c'est simplifier, sans jamais tordre la réalité scientifique, et lui permettre de devenir sensible, c'est-à-dire de parler à nos tripes, à notre cœur. Alors, à quoi ressemble cette Europe de 2049 que vous décrivez, ou de 2100 finalement, comme vous le disiez à l'instant? Quels sont les changements majeurs qui vous paraissent inévitables si rien ne change? Peut-être on peut prendre un tout petit exemple. En fait, on a tous déjà fêté une fête d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait lors d'une fête d'anniversaire? On prend des ballons de baudruche, on souffle dedans et après on les pend au plafond. Alors qu'est-ce qu'on fait? On souffle et le volume augmente de façon proportionnelle à l'air qu'on injecte. Je souffle un petit peu, le volume augmente un peu. Je souffle beaucoup, il augmente beaucoup. Alors c'est comme ça que fonctionne le système climatique. Un petit peu de CO2, ça réchauffe un petit peu. Beaucoup de CO2, ça réchauffe beaucoup. Maintenant, je reprends notre fête d'anniversaire. Jusqu'à ce que 1 millilitre d'air en plus génère une explosion du ballon sans aucun retour en arrière possible. Et je reprends notre système climatique jusqu'à ce qu'un petit peu de CO2 ou de méthane en plus génère un ensemble d'effets de basculement sans retour en arrière possible. Parce que, évidemment, les temporalités de la Terre ne sont pas des temporalités d'anniversaire, et tout ça est à rapporter aux temporalités de la Terre qui sont plus longues. Mais fondamentalement, ce que j'ai voulu dire, c'est oui, nous n'avons encore rien vu des incidences climatiques sur nos sociétés, parce que tout ce que nous avons vu pour l'instant, ce sont des effets linéaires, proportionnels avec les causes. Voilà, et donc ça, c'est le message profond. Et puis ensuite, peut-être, on peut développer sur, bon, alors concrètement, dans nos vies, qu'est-ce que ça peut donner? Alors d'abord, j'aimerais qu'on développe sur ces fameux points de bascule que vous venez d'évoquer, ces moments donc, où les choses changent de manière irréversible, hein, c'est ce qu'on comprend avec cet exemple du ballon. Quels sont ceux qui concernent le plus directement l'Europe? Quels points de bascule vous avez pu analyser? Qu'est-ce qui va se passer finalement concrètement? Alors, le système Terre, le système Terre, c'est une expression scientifique qui signifie la Terre appréhendée de façon systémique, c'est-à-dire la Terre appréhendée comme un ensemble qui est complexe. On est tous familiers avec un système complexe, c'est le corps humain, une mini-bactérie, mais même pas grande comme ça, et hop, et puis ça peut être la mort, voilà. Et parce qu'à un moment donné, ça vient générer un ensemble d'effets en cascade, et puis qui peut générer une létalité. Et donc, il en est de la même façon pour le système Terre, qui est un système complexe, et des dérégulations peuvent générer des effets considérables. Et donc, à cet endroit-là, en fait, l'ensemble des points de basculement ont une incidence sur l'habitabilité de l'Europe, et puis notamment sur la sécurité alimentaire mondiale. On peut en citer quelques-uns. On a la perte des ensembles forestiers de l'Amazonie, la perte des ensembles forestiers du Grand Nord, le dégel des sols gelés en permanence alaskiens, groenlandais, sibériens. On a ce qu'on appelle l'amok. Alors ça, de fait, ça a un impact assez direct. On peut prendre une image, c'est comme un immense ventilo offshore qui serait positionné au niveau de l'Atlantique et qui propulse et de l'air et de l'humidité. Et un air qui arrive et qui est, on va dire, relativement tempéré et humide. Et le climat de l'Europe occidentale, tempéré et humide, il est la résultante notamment de l'amok, de ce courant offshore qui est autant océanique qu'atmosphérique. Et puis un des risques de plus en plus documentés dans la littérature scientifique, c'est que l'amok, donc ce courant de retournement de l'océan Atlantique, se fragilise, et donc ça signifie, alors c'est contre-intuitif, ça signifie un refroidissement de l'Europe occidentale, mais un refroidissement qui est particulièrement grave du point de vue de la pérennité de la sécurité alimentaire mondiale, puisqu'il s'accompagne d'une baisse drastique des précipitations. Ça, c'est ce qui va impacter directement l'habitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels critères ou variables on a pour dire qu'un environnement est habitable ou non? Alors, donc c'est assez simple. En fait, il y a une terminologie scientifique qu'on appelle la niche de température humaine. Nous, les humains sur la Terre, on est aux quatre coins du monde, donc ça, on est au courant. Mais si on regarde de près, on est tous amassés
à quelques endroits spécifiquement sur la Terre. Quelques endroits qui ont pour caractéristique d'avoir des températures moyennes annuelles comprises entre 11 et 15 degrés. Entre 11 et 15 degrés de moyenne de température annuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pousser du blé, du maïs, du soja. On peut aussi faire pousser des salades, des carottes, mais aussi des bœufs, des cochons, des poules. Voilà, tout ça, ça pousse bien dans ce... Voilà. Et c'est ce qui permet cette prévisibilité du climat et des écosystèmes de la biosphère à une température donnée. C'est ce qui permet de maîtriser les écosystèmes, de dégager des excédents agricoles et ensuite de les dealer, de faire du business, entre guillemets. C'est ce qui fait qu'on peut être là, tranquille, mimile, en train d'échanger. On a tous pris un petit déj à midi, on va prendre un sandwich ce soir, etc. Et ça, c'est notre échange, notre conversation. Elle est la résultante d'une maîtrise des écosystèmes. Elle est la résultante du fait que nous sommes positionnés dans une niche de température humaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sous l'effet des transformations climatiques, on est en train de pousser 3 milliards de personnes à la surface de la Terre d'ici 2070, en dehors de cette niche de température humaine. Vous montrez néanmoins que certains territoires résisteront mieux que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers une Europe ou même peut-être une Terre à 2 vitesses entre des zones vivables et des zones délaissées? Alors, tous les territoires subissent cet effet des transformations du climat. Moi, si j'ai souhaité écrire ce livre, c'était qui porte sur l'habitabilité européenne, c'était pour m'adresser tout particulièrement aux personnes qui disent bon, ok, le climat c'est terrible, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a de la chance en Europe, de grâce, construisons des murs, etc. pour pas être envahis de toute une horde de sauvages qui seraient confrontés à des territoires non habitables et qui auraient besoin de venir chez nous. Eh bien, en fait, non. Nous aussi. On a en ce moment un processus de désertification du bassin méditerranéen qui, si on continue sur notre trajectoire climatique, court le risque de voir un ensemble de personnes devoir migrer, devoir quitter des espaces aujourd'hui du sud de l'Europe pour trouver un endroit où faire reposer leur tête. Et ça, c'est absolument terrible. Alors, si j'ai écrit ce livre-là, c'est absolument pas pour faire peur. Je suis pas fasciné par le morbide. Moi, fondamentalement, je suis un éducateur. Et donc, c'est au nom de la vie et de la possibilité d'avoir une vie bonne et d'avoir une vie agréable pour nos enfants, et au nom de la promesse qu'on a faite à nos enfants en les projetant dans l'existence, que la vie vaut d'être vécue. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour avoir une intelligibilité la plus précise possible de ce qui est devant nous et tout faire pour l'éviter, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Allez, il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions. On continuera bien évidemment à parler d'habitabilité, d'éducation, d'adaptation en seconde partie d'émission. Mais d'abord, il est temps de faire un tour du côté de la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet. Ça s'appelle le ZapTech et c'est proposé par Dylan Kohler.
Si vous nous rejoignez sur School TV, bienvenue dans l'école du futur pour une émission dédiée au climat et à ce qu'il va changer très concrètement dans nos vies et dans celles de nos enfants. C'est toujours avec mon invité, Nathanaël Wallenhorst, auteur de 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. On continue à en parler dans quelques minutes. C'est juste après la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Octobre est un mois majeur en termes de sensibilisation, bien connu comme le mois rose, qui fait la promotion du dépistage du cancer du sein. Il est aussi le mois de la sensibilisation aux risques numériques. C'est votre sujet aujourd'hui. Alors qu'en est-il, Benoît ? Eh bien, c'est une initiative qui a été créée en 2012 par l'agence qui est en charge de la cybersécurité au niveau européen, l'ENISA. Et l'objectif est de mener en octobre des actions qui vont sensibiliser à la fois les citoyens, mais également les organisations quant aux menaces et aux risques numériques. Et bien entendu de leur fournir des éléments nécessaires pour à la fois les comprendre et puis les prévenir. Alors en France, cette initiative est opérée par cybermalveillance.gouv.fr. C'est elle qui pilote ce mois européen de la cybersécurité. Et c'est également eux qui pilotent le 17 Cyber. Ce qui veut dire que si jamais vous avez des soucis, eh bien vous pouvez vous tourner vers eux autant que pour de la prévention. Et quelles sont les initiatives menées lors du Cybermois ? Eh bien, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des ateliers pratiques, des débats, des discussions ouvertes, des tables rondes. D'ailleurs, il y a un calendrier qui est disponible en ligne et il va regrouper les différents événements, qu'ils soient eux aussi en ligne ou disponibles en présentiel. Et pour vous donner un exemple, je vous livre une sélection à Paris, par exemple, au niveau -1 de la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi en ligne. Eh bien, tout le mois d'octobre, à 14h et à 18h, vous avez un espace sensibilisation qui est accessible sans inscription et disponible pour tout public. Et à l'autre côté du spectre, vous avez organisé par la CCI de Savoie une matinée qui s'appelle Cybersécurité et quantique, révolution ou apocalypse. Eh bien, c'est représentatif de l'écart de sensibilisation et des efforts qui sont faits pour toucher tout le monde. Et les enfants ne sont pas oubliés car ils sont confrontés de plus en plus jeunes, bien évidemment, au numérique. Comment le Cybermois va-t-il les toucher, eux et leurs parents ? Eh bien, c'est notamment sur la base d'une étude qui s'appelle Parents, enfants et numérique, qui est menée par Ipsos en 2024 pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui constate qu'un enfant reçoit son premier smartphone vers 11 ans et sa première tablette vers 9 ans. Donc, sauf cadre familial spécifique, cette tranche d'âge n'est malheureusement pas sensibilisée aux risques numériques. Donc, l'objectif, c'est d'inverser la tendance et d'aider les jeunes à prendre des bons réflexes. Et notamment, c'est important parce que c'est généralement l'âge où on fait partie de ceux qui apprennent le mieux. Et donc, pour cela, ils ont créé un livre, un fascicule qui s'appelle « Le numérique, pas de panique ». Et celui-ci est spécialement conçu pour les 9-12 ans. Il sera diffusé aux 70 000 abonnés d'Astrapi, ainsi que grâce au ministère de l'Éducation nationale à tous les élèves entre 9 et 12 ans. Et les professeurs, quant à eux, auront un support qui va leur permettre d'animer des projets en conséquence. Et si je désire en savoir plus et participer au Cybermois, que puis-je faire ? Eh bien, à la fois, si vous êtes une organisation, une start-up dans l'EduTech, par exemple, eh bien, organisez pour vos employés des campagnes, un événement de sensibilisation, même si c'est juste en interne, parce que ça va leur permettre de profiter de ce mois pour mieux connaître la cybersécurité. Et puis, même si vous n'êtes pas professionnel de la cybersécurité, vous trouverez des ressources qui vous permettront de l'organiser et de mener à bien cette campagne. Si vous avez le temps, suivez les différentes formations et ou conférences en ligne, et puis surtout, rejoignez les événements. Ceux-ci vont vous permettre d'avoir une culture cyber plus importante. Et dernier point, je dirais qu'il faut partager, et c'est ça l'objectif du Cybermois, partager ces événements et ces bons conseils auprès de ses proches. Partager des conseils, d'accord, mais est-ce que vous en avez à nous donner ? Oui, j'ai quelques conseils. Le premier, c'est mettre à jour ses smartphones, ses ordinateurs et ses applications. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, le coffre-fort numérique qui va retenir pour vous les différents mots de passe que vous allez avoir. Ne pas se précipiter, notamment quand on reçoit un message, maintenant par email, par SMS, ça peut être frauduleux. Allez plutôt dans les applications de vos fournisseurs, par exemple téléphonie mobile, Amélie, et comme ça vous serez sûr que le message qui arrive est le bon. Et puis le dernier conseil, installez une suite de sécurité sur tous vos appareils, téléphone, PC et Mac. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces bons conseils dans votre carnet, vous pouvez les retrouver également sur la chaîne TikTok de Benoît, benoît.gru. Merci beaucoup pour cette chronique. On poursuit nos discussions ensemble dans la seconde partie du Talk.
Dans la première partie de l'émission, nous avons dressé un portrait de cette Europe de 2049, des points de bascule et des bouleversements à venir. Dans cette deuxième partie, on va justement s'intéresser à ce que l'on peut faire ici et maintenant, comment s'adapter, transmettre et préparer les jeunes à ce monde qui change. C'est toujours avec mon invité Nathanaël Wallenhorst, auteur de 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Alors, ici, on est quand même dans l'école du futur, alors forcément, j'ai envie de vous emmener sur ce terrain. Pour beaucoup de parents, la première question, c'est quel monde pour mes enfants ? Comment ces bouleversements vont-ils justement toucher notre vie quotidienne, et notamment nos enfants et nos écoles ? Alors, ce qui est vraiment important, ce que je vous ai partagé sur cette transformation de l'habitabilité de l'Europe occidentale, 2 points importants, c'est si nous restons sur la même trajectoire climatique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vous ai partagé mes préoccupations d'adultes. À aucun moment, il s'agirait de balancer ces éléments-là à des jeunes qui ne sont pas encore construits, qui sont en train de maturer psychiquement, etc. C'est entre adultes, entre éducateurs, qui sommes comme les vigiles de l'avenir, qui avons la responsabilité du monde. C'est nous, adultes, éducateurs, qui sommes garants de préserver l'hospitalité du monde. Un monde qui soit hospitalier à l'égard de la pluralité humaine pour que chacun trouve sa place et puis que chacun puisse vivre une vie qui soit non seulement digne, mais fondamentalement qui soit heureuse et agréable. Voilà, ça c'est un point vraiment important. Et ensuite, qu'est-ce que ça génère ? De fait, la poursuite de la trajectoire climatique, elle génère une intensification des dominations. Elle génère une explosion des structures sociales qui nous tiennent. Elle génère le fait d'avoir d'autres préoccupations que celle d'apprendre, que celle de se préparer, que celle de préparer l'avenir, etc. Des préoccupations qui sont celles de l'instant. C'est la rupture qui surgit dans nos quotidiens, c'est les préoccupations instantanées de l'alimentation du jour, etc. qui prennent la place. Et ça, il faut absolument l'éviter. Et pour l'éviter, pour moi, l'objectif de la rédaction de 2049, c'est avoir des critères de jugement et de jugement de l'action publique. Qu'est-ce qui permet, et le critère est celui-ci, qu'est-ce qui permet de contenir l'emballement du système Terre? Parce qu'évidemment, on peut se dire, en fait, il faut faire des câlins aux arbres. Très bien, faisons des câlins aux arbres si ça fait du bien. Mais ce n'est pas un câlin aux arbres qui va contenir l'emballement du système Terre. C'est des politiques publiques qui vont être fortes et qui vont, à un moment donné, être responsables du point de vue de l'avenir. Aujourd'hui, ce à quoi on a affaire, et c'est le drame, on a globalement quelque chose de l'ordre d'un cancer. Et en fait, on est en train de poser des pansements, et un pansement, fût-il high-tech, il n'aura pas la possibilité de nous guérir du cancer qui nous ronge en ce moment. Voilà. Et donc pour moi, l'idée, c'est d'avoir les yeux en face des trous. Et est-ce qu'il est nécessaire aussi peut-être d'adapter les structures? Là, je reviens spécifiquement sur l'école. On l'a vu ces dernières années, des classes à plus de 35 degrés, des examens décalés, des bâtiments inadaptés. Est-ce qu'il faut déjà repenser la manière dont on conçoit les bâtiments scolaires, peut-être le rythme d'apprentissage, s'adapter finalement si on n'arrive pas à ralentir la course? Alors, donc de fait, le GIEC, donc ces chercheurs qui font des synthèses de l'ensemble des travaux mondiaux au niveau climatique, ils ont toujours travaillé à partir d'un couple notionnel. Ce couple notionnel, c'est atténuation et donc atténuer le dérèglement climatique et adaptation, nous adapter à un monde qui change. Systématiquement, en posant un primat de l'atténuation sur l'adaptation, un primat de contenir les emballements sur nous adapter. Et simplement nous dire, nous allons nous adapter, c'est un mensonge. Il est des transformations auxquelles on ne peut s'adapter, c'est aussi simple que ça, et c'est aujourd'hui le temps de l'action. Et en fait, repousser à demain, repousser sur les générations à venir la responsabilité de préserver l'habitabilité du monde, parce qu'aujourd'hui, ce serait trop dur de pouvoir contenir l'emballement du système Terre, ça c'est fondamentalement irresponsable. Alors, ensuite, oui, de façon marginale, peut-être qu'à certains endroits, et on le fait lorsque l'occasion se présente, des examens du brevet qui ont été décalés, etc. Et donc ça, bien sûr, qu'il faut le faire pour éviter qu'il y ait à un moment donné des enseignants. Ça arrive, je cite un exemple au Pakistan, par exemple, d'un enseignant et de plusieurs enseignants qui sont décédés en classe, carrément sous l'effet de vagues de chaleur mortelles. Donc ça, bien évidemment, il faut l'éviter. Mais les transformations éducatives, pour moi, sont
sont plus profondes. Et de fait, il y en a. Et justement, ces transformations éducatives, vous disiez que ça restait quand même un problème d'adultes. En tout cas, ce que vous proposez aujourd'hui dans 2049, c'est de sensibiliser les adultes. Mais c'est aussi important de sensibiliser les jeunes générations. Beaucoup d'élèves ressentent d'ailleurs de l'éco-anxiété. Alors comment leur parler de dérèglement climatique sans les effrayer et sans leur mentir non plus? Alors là, il y a une progressivité à avoir en termes de transmission d'informations. À titre personnel, j'ai aucune inquiétude concernant la transformation climatique. Je suis plutôt politico-anxieux. C'est plutôt de voir l'inadaptation des politiques publiques eu égard à la problématique climatique qui m'inquiète. Et je présuppose aussi que les jeunes générations, quand on parle d'éco-anxiété, c'est plutôt l'anxiété de voir qu'il n'y a pas de prise en charge par la puissance publique compte tenu de la problématique qui est en cours. Un exemple pour les lycéens qui ont préparé le baccalauréat, le parcours de spécialité SES lors du bac en 2022, ils ont dû plancher sur le sujet d'examen suivant. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Je vous la refais. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un programme qui a été validé par toutes les instances de l'éducation nationale, proposé par des agrégés en SES, conformément au programme de SES. Et qui repose, on ne va pas se mentir, ni plus ni moins sur un obscurantisme, c'est-à-dire un problème dans le rapport au savoir, singulièrement ici dans le rapport au savoir biogéophysique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut, au lycée, avant c'est plutôt une initiation, une introduction à la compréhension des phénomènes complexes, etc. Mais en fin de lycée, comprendre les processus biogéophysiques, comprendre le fonctionnement du système Terre. Donc avoir des éléments de savoir plutôt d'ordre, on va dire, physique pour comprendre le phénomène. Ça, aujourd'hui, c'est pas assez présent dans les programmes scolaires. Alors, il y a des évolutions à cet endroit-là. Il y a des évolutions, elles sont significatives. Moi, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la compréhension des processus physiques et surtout, à un moment donné, comprendre les causes profondes. Et les causes, elles sont sociopolitique. À cet endroit-là, il faut pouvoir maîtriser aussi un vocabulaire. C'est dû à un capitalisme rentier et spéculatif, ce qu'on appelle le néolibéralisme, la maximisation des intérêts individuels. C'est dû aussi à ce qu'un politiste appelle, j'aime bien l'expression, ça rappe un peu, attention, les classes rapaces. Les classes rapaces, c'est quoi? C'est cette porosité entre les plus hautes sphères de l'État, les cabinets ministériels, et puis les entreprises à tête des entreprises du CAC 40. Et il montre en document, c'est un travail scientifique documenté, en montrant la façon dont en fait la puissance publique choisit l'inaction pour pouvoir à un moment donné préserver des intérêts privés. Ça, c'est pas possible. D'autant plus que ce qui est en jeu, c'est la question de l'habitabilité humaine de la Terre. Si on ne permet pas aux lycéens d'avoir une lecture fine, de comprendre le réel tel qu'il est, de fait, on ne peut pas préparer l'avenir. Allez, en quelques mots, puisque l'émission va bientôt se terminer, j'ai envie de finir sur une note positive. Quelle piste positive avez-vous? Est-ce que vous êtes quand même porteur d'espoir après avoir écrit ce livre? Alors, ce livre m'a fait vivre tout un tas d'émotions. De la tristesse, du dégoût, de la peur et de la colère. À aucun moment, il m'a fait vivre du désespoir. Et à aucun moment, j'ai vécu du désespoir. Pourquoi? Je peux vous dire juste mon expérience. Après, chacun, on est différent dans la façon dont on gère nos émotions, etc. Parce que, en fait, d'avoir les yeux en face des trous, le réel fût-il glauque, moi, ça me met face à la puissance que nous avons d'agir. À partir du moment où on n'est pas dans le réel, on est dans des fantasmes, on est dans des idées, voilà, mais ça n'a pas de prise avec le réel. Et en fait, de regarder le réel tel qu'il est, moi, ça génère une énergie. Et en fait, une énergie, régulièrement, on me demande, mais alors, est-ce que tu penses qu'on va y arriver ou qu'on va pas y arriver? Moi, je réponds très simplement, on va y arriver. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on le doit. On le doit au nom des enfants qu'on a projetés dans l'existence, à qui, en les projetant dans l'existence, on leur a dit que la vie valait d'être vécue. Et au nom de cet engagement-là, oui, on le doit, et on doit contenir l'emballement du système Terre, et on ne peut pas échouer. Bon, ce que nous dit 2049, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir, à condition de le faire ensemble, être un bon ancêtre, comme le rappelait Jonas Salk. C'est penser aux générations futures dans chacun de nos choix présents. Merci beaucoup, Nathanaël Wallenhorst, pour cet échange. Je le rappelle, vous êtes auteur de 2049, ce que le climat va faire à l'Europe, disponible aux éditions du Seuil. Merci aussi à Benoît Grunemwald pour sa chronique. Merci également aux équipes en régie, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain avec grand plaisir à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.